Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité avec aujourd'hui une nouvelle émission sur le fil de l'actualité. On est en effet une semaine après l'élimination d'Ismaël Haniyeh et nous sommes toujours à l'heure qu'il est, à l'heure où nous enregistrons cette émission, dans l'attente du déclenchement d'une éventuelle riposte iranienne. Alors, quelle sera sa nature? Quand va-t-elle se produire? Et aussi sous quelle forme? Évidemment, toutes ces questions sont dans la tête de chacun d'entre nous. Et pour envisager des scénarios de cette guerre annoncée, on est en compagnie d'Armand Laferrère, ancien magistrat à la Cour des comptes et spécialiste en géostratégie. Bonjour Armand Laferrère. Bonjour Antoine, vous allez bien? Ça va très bien. Le chef du Hezbollah déclarait il y a quelques jours que cette attente, qui est souvent vécue comme angoissante par certaines personnes, faisait partie de la punition d'Israël. Est-ce que le fait que les Iraniens semblent prendre leur temps, réfléchir, peser les choses, dit quelque chose de la nature de cette riposte attendue, selon vous? Oui, probablement. J'avais reçu quelques critiques tout de suite après euh, l'élimination d'Haniyeh, quand j'avais regardé la cérémonie religieuse que l'ayatollah Khamenei lui-même, le guide suprême, dirigeait, en disant, vu l'air effrayé avec lequel il regarde le ciel, je pense que leur réponse va probablement être limitée parce qu'ils ont peur. Et c'est probablement ça qui explique qu'ils hésitent, c'est-à-dire qu'ils sont coincés entre, d'une part, le fait qu'ils ont peur, ils comprennent que si une guerre généralisée se déclenche, ils n'en sortiront pas gagnants, et entre la logique de la face, qui est qu'il faut faire quelque chose pour ne pas perdre la face et pour garder la légitimité du régime, légitimité qui s'appuie à peu près entièrement sur l'idée qu'il a vocation à éliminer Israël. Écoutez, je pense que c'est ça qui se passe dans la tête des Iraniens en ce moment, qui est de savoir comment faire quelque chose pour ne pas dire qu'on n'a rien fait, mais ne pas déclencher le feu complet de Tsahal. Euh, ce pourquoi ils semblent avoir reçu des demi-assurances des États-Unis que si leur propre réponse n'est pas excessive, il n'y aura pas de la part d'Israël non plus de réponse à 100%. Donc c'est ça qui est en train de se faire. Comment ça se conclura, je ne sais pas. J'ai une idée, mais elle sera peut-être démentie par les faits dans les heures qui viennent. Mon idée, c'est que si j'étais dans une situation comme ça où je ne veux pas m'en prendre plein sur la tronche, mais où je veux faire quelque chose quand même, je sacrifie euh, un, un agent. C'est-à-dire, je pense que la réponse pourrait passer par le Hezbollah et pas par l'Iran lui-même, avec l'idée, si c'est le Hezbollah qui se prend une réponse euh, que nos amis de la communauté internationale auront plaisir à appeler disproportionnée, c'est moins grave que si c'est l'Iran lui-même. Alors c'est vrai qu'on parle de cette possibilité que le Hezbollah se lance seul dans cette attaque, sans l'Iran, une offensive un peu comme le Hamas finalement l'avait fait aussi le 7 octobre. Est-ce que ça vous paraît possible qu'ils aient finalement l'ordre d'y aller seuls et qu'ils le fassent vraiment? Oui, oui, c'est une possibilité. Stratégiquement, ça ne serait pas bon pour l'Iran non plus, hein. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas de bonne solution stratégique. Ce qu'on ne dit pas assez, ce que dans tous les commentaires, c'est que depuis le 7 octobre, l'Iran a perdu un actif majeur, le Hamas, qui n'est plus rien du point de vue stratégique, que les Houthis ont été affaiblis par la destruction du port de d'Hodaybaïa, qui était quand même leur principal lien avec l'étranger, et que si le Hezbollah commence une guerre, le Hezbollah ne la terminera pas en très bon état. Et que donc l'Iran, pour la première fois depuis 40 ans, recule sur la scène moyen-orientale, ce qui est quand même assez intéressant pour être remarqué. On parle aussi d'une éventuelle attaque préventive de la part d'Israël. Quelle est la probabilité d'une telle attaque selon vous et de quelle façon? Comment dire, c'est quand même la grande tradition. Lorsque les intérêts vitaux d'Israël sont en jeu, on n'écoute plus personne, on y va. C'était le cas en 67, c'était le cas en 81 avec le réacteur irakien, c'était le cas en 2007 avec le réacteur syrien. Moi, j'espère qu'Israël n'a pas perdu cette capacité, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. On verra ce qui se passe.
Cette attaque préventive, Je si le elle trouve un devait peu avoir étrange. lieu, oui, je vous en prie. Non, je dis, je le trouve un peu étrange qu'on soit dans une situation. C'est quand même, à y bien penser, assez rare. On est dans une situation où les mouvements sont annoncés à l'avance par les acteurs, ce qui est le contraire normalement de la base de la guerre. La guerre, il faut un effet de surprise pour maximiser ses avantages. Là, l'effet de surprise est réduit autant que possible. Pourquoi? Parce que les agresseurs euh, veulent un accord implicite sur la suite des opérations avec les États-Unis. Et donc, ils testent. Ils ont commencé à dire on va y aller complètement. Les États-Unis ont dit oui, mais attention, parce qu'Israël réagira complètement aussi. Et donc là, ils testent une solution. La guerre, normalement, c'est la surprise. C'est pas de rester ici et d'attendre. Ouais. Contrairement aux apparences, peut-être qu'il y a encore un contrôle, en fait, au jeu des acteurs aujourd'hui et que nous ne sommes pas forcément à la veille du déclenchement d'une guerre totale, d'une guerre entière. C'est possible. C'est possible parce que si, ça sera très probablement l'Iran qui en décidera. Mm. Ce qui ne résoudrait d'ailleurs pas tous les problèmes, parce que si il y a une certaine retenue de l'Iran, et si Israël estime que du coup il est obligé d'avoir lui aussi une certaine retenue, le problème du programme nucléaire iranien reste entier. Or ça, c'est un problème avec un risque existentiel pour le pays, et il va bien falloir le résoudre un jour. C'est pour ça que l'hypothèse d'une éventuelle attaque préventive, peut-être, est encore d'actualité. Et quelle forme pourrait-elle prendre, cette attaque préventive, si elle devait avoir lieu? Les intérêts stratégiques d'Israël, c'est de détruire le programme nucléaire, des bases de lancement de missiles. C'est le plus important. Ensuite, on peut y ajouter, pour appauvrir l'Iran et pour réduire sa capacité à reconstituer sa richesse, le terminal pétrolier. Ça ferait pas de mal et ça rendrait plus difficile de reconstituer la richesse iranienne. Et il faudra probablement, sauf à trouver là encore une espèce d'accord implicite avec eux, faire quelque chose sur le Hezbollah. C'est-à-dire que ce serait forcément aussi sur le front libanais que les choses se joueraient dans cette attaque préventive. Presque certainement. Je ne vois pas le Hezbollah laisser faire une attaque sur l'Iran sans faire ce pourquoi il a été construit. Enfin, le Hezbollah a été mis sur nos frontières précisément pour cela, pour rendre plus compliqué une attaque sur l'Iran. Alors, vous avez parlé donc de scénario, le scénario un peu à minima, où il y aurait quelque chose qui serait fait, mais qui n'irait pas jusqu'à déclencher une guerre totale. Il y a quand même aussi l'idée que tout peut déraper à un moment donné, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des erreurs ou des tirs qui tombent pas là où forcément où on souhaite. Et à ce moment-là, les ripostes pourraient venir et enclencher ce phénomène qu'on voit depuis le début d'ailleurs, parce qu'on voit que de riposte en représailles, malgré tout, la tension monte jusqu'à ce point de déclenchement possible. Qu'est-ce que ça signifierait, une guerre totale, selon vous? Comment on peut s'imaginer cela? Ça signifierait au moins une semaine de destruction mutuelle importante. Sans doute pas beaucoup plus parce que les capacités de tir de nos ennemis, il faudra une semaine pas pour les anéantir, mais pour les amoindrir considérablement. Donc dès la deuxième semaine, ça serait plus facile pour Israël et ça continuera à être difficile pour l'Iran et le Hezbollah. Mais ça signifierait, oui, une semaine d'une guerre de haute intensité en Israël même, parce qu'on ne peut pas tout arrêter. On a vu qu'à 300 missiles simultanés, on arrive à tout arrêter, ou presque. Malheureusement, il y a quand même eu une blessée grave. Si on multiplie ça par 5, il y aura plus de missiles qui passeront. Enfin, il y a une limite mathématique. Je ne sais pas exactement où elle est. Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Oui, il y aurait forcément des destructions très réduites par rapport à ce qui sera lancé du fait du système antimissile, des systèmes antimissiles israéliens qui sont d'excellente qualité, mais qui sont saturables comme tout système. Est-ce que vous croyez que cette situation d'attente puisse encore durer longtemps? Jusqu'à quand? Aucune idée. Non, réellement, je ne sais pas parce que il y a, dans la situation actuelle, on sent que les Iraniens pèsent le pour et le contre. On sent qu'Israël aussi pèse le pour et le contre. Est-ce qu'il faut faire une attaque préventive ou pas? Et
on est dans une espèce de drôle de guerre, enfin très différente de la drôle de guerre historique, mais dans une situation où la guerre est déclenchée et où il n'y a pas d'action majeure comparable à ce qu'on avait appelé la drôle de guerre en 39-40. Et là, ça avait duré 6 mois. Ouais, et qui s'était terminé en vraie guerre par la suite. Euh, C'était totalement terminé. on a entendu certains analystes évoquer la date du 9 Av pour le lancement de cette offensive. Est-ce que vous croyez que les Iraniens soient tentés de jouer comme ça sur la symbolique de la date de la destruction du temple? Oh, ils répondent, ils ont les considérations religieuses sont très importantes chez eux, donc c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait légitime. Le petit inconvénient que ça aurait, c'est que ça indiquerait que un de leurs objectifs, c'est de détruire Al-Aqsa pour susciter la colère musulmane de leur côté, puisque c'est la logique du Moyen-Orient. Si les Iraniens détruisent Al-Aqsa, il y aura de la colère contre Israël. Et il n'est pas exclu qu'ils soient que ça soit un de leurs objectifs, donc il va falloir mettre vraiment beaucoup de protection antimissile au centre de Jérusalem. Alors ça, on n'a pas, enfin, j'ai pas vraiment entendu beaucoup parler de cette hypothèse-là. Vous avez le sentiment que les Iraniens pourraient être tentés d'une destruction d'Al-Aqsa? On a du mal à le concevoir. Et ils ont une vision catastrophique du monde. Hein. Ce sont des gens qui attendent l'imam caché, et l'imam caché, il viendra pour sauver le monde et répandre l'islam chiite sur la terre entière, après une guerre de type catastrophique, après une guerre de type Gog et Magog. Et enfin, bon, si j'étais en charge du système antimissile, je mettrais vraiment beaucoup de moyens autour du mont du Temple. Et le Parce que raisonnement, le c'est de NAFAB, dire. c'est bien ça. Vous pouvez répéter le raisonnement parce qu'on peut avoir du mal à le comprendre. En quoi cela Oui, renforcerait l'hostilité vis-à-vis des Israéliens? On les accuserait d'avoir laissé faire, euh, d'être à l'origine? oui, on les accuserait même de l'avoir fait eux-mêmes. C'est comme ça que ça marche. L'Internet est plein de théories selon lesquelles Israël a fait le 7 octobre soi-même. Et il y a des millions de gens qui peuvent être entraînés dans ce sens-là. Euh, c'est à ça que m'a fait penser la référence au 9 av, parce que c'est la destruction du temple. S'ils veulent vraiment faire quelque chose le même jour, dans leur théologie, créer une immense catastrophe pour faire advenir l'imam, ne serait pas exclu que ce soit ça qu'ils visent. Et à ce moment-là, on passe dans une toute autre dimension parce que, évidemment, on est au cœur du problème rapidement et peut-être un élargissement de la guerre ou des mobilisations, notamment dans les pays musulmans et ailleurs. Oui, c'est le risque, oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de l'engagement américain maintenant? Jusqu'où peut-il aller? Est-il complètement fiable? Est-ce qu'il y a un risque que Washington lâche à un moment donné ou à un autre Israël? L'administration démocrate, en tout cas. Oui, bah, le risque en ce moment n'est pas à son maximum. La plus haute autorité de la plus grande armée du monde actuellement, c'est pas vraiment le président Biden, c'est théoriquement lui, mais il est un peu fatigué. Donc c'est le secrétaire à la défense Lloyd Austin qui s'est montré très bien, très coopératif et qui ne semble pas avoir d'hostilité idéologique contre Israël. Euh, L'engagement américain a été défini, c'est-à-dire que le secrétaire d'État Blinken a dit que si Israël est attaqué, nous ferons tout ce qu'il faut pour arrêter les missiles. Bon. Et il a dit aussi, s'il y a des victimes civiles en Israël, nous ne pouvons pas les empêcher de détruire le programme nucléaire iranien. Bon, donc on voit à peu près les limites. On a malgré tout derrière tous ces gens-là une idéologie qui reste celle qu'on appelle aujourd'hui de la désescalation. C'est un peu ce qu'on appelait l'apaisement dans les années 30. Hein. À l'époque, le mot n'avait pas encore une tonalité négative comme il l'a aujourd'hui. Je pense que le terme désescalation dans l'avenir aura la même tonalité négative qu'a le mot apaisement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils essaieront d'éviter, comme toujours, ils essaieront d'éviter une victoire complète d'une des deux parties, et notamment d'Israël. Parce que
Une victoire complète, ça coûte trop cher, ça détruit l'ordre et les équilibres régionaux auxquels les diplomates sont très attachés. Les militaires, ils sont beaucoup moins attachés. Encore une fois, je fais confiance au secrétariat à la défense américain pour faire ce qu'il faut, mais les diplomates aiment bien l'idée qu'il y a des équilibres régionaux à préserver et ont du mal à comprendre qu'une guerre, ben, ça se gagne ou ça se perd. Il n'y a pas de guerre qui arrive d'écho à égalité, ou alors elle n'est pas finie. Puisqu'on parle des États-Unis, il y a des inquiétudes à propos de la politique que pourrait suivre Kamala Harris, la candidate démocrate, qui a parlé éventuellement d'envisager de l'embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël. Est-ce que cette élection américaine, comme nous le disait récemment Yves Mamou, selon vous, c'est un enjeu important pour Israël? C'est toujours un enjeu important quand on est aussi dépendant militairement qu'Israël et des États-Unis. C'est toujours un enjeu important. Les démocrates sont plus compliqués que leur caricature et tout le président Biden, ils ont quand même euh, beaucoup fait pour Israël, mais ils ont aussi essayé, comme je le disais, de retenir la main d'Israël, d'empêcher une victoire complète à plusieurs reprises. Ils ont échoué à Gaza, où il va y avoir une victoire complète, mais ils vont continuer sur les autres fronts. Donc, autant que je sache, une présidente Harris resterait dans la même ambiguïté, parce qu'elle ne peut pas non plus aller complètement du côté des ennemis d'Israël. Il y aurait peut-être des différences de nuances, j'en sais rien. De toute façon, on ne sait pas ce qu'elle pense de quoi que ce soit. Sa campagne a reçu pour instruction de faire en sorte qu'elle ne se prononce sur rien. Donc, bon, le plus probable, le plus logique, vu les entourages, c'est qu'on resterait dans l'ambiguïté. Une victoire du président Trump serait a priori plus favorable, mais avec un risque quand même qui est que l'ancien président Trump est quelqu'un d'assez imprévisible. Donc, on sait ce qu'il a fait dans le passé, qui était favorable à Israël, les accords d'Abraham en particulier. Ensuite, je ne parierai pas sur une cohérence complète de ses actions s'il devient président non plus. Je crois que dans les deux cas, il faudra jouer finement. Vous avez parlé de Gaza, là, juste incidemment, peut-être on peut en dire un mot, parce que vous semblez Oui. n'avoir pas l'opinion de tout le monde qui considère que c'est pas terminé, que ça n'ira jamais au bout, que les choses se reconstituent, voilà, et qu'on parle aussi de cesser le feu. Comment vous voyez la situation et pourquoi dites-vous que sur Gaza, les choses sont réglées? Depuis combien de temps n'avons-nous pas eu une seule mauvaise nouvelle de Gaza? Alors, je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Je dis qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle militaire, c'est la destruction d'une unité, c'est la destruction d'un tunnel, c'est la destruction d'une base militaire ou d'un hangar. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle militaire. Alors, c'est pas fini, effectivement. C'est pas fini, mais ça ne va que dans une direction qui est l'érosion graduelle des forces du Hamas et qui ne se reconstitue pas, puisque nous tenons maintenant le corridor de Philadelphie, qui est la seul endroit par où passent les armes. Les armes qui vont vers le Hamas ne peuvent passer que par le corridor de Philadelphie. Donc le fait de tenir Rafah, le fait de tenir le corridor et d'avoir détruit, peut-être pas encore la totalité, mais on s'en approche, des tunnels d'approvisionnement, fait que oui, Gaza, quand je dis c'est gagné, c'est pas gagné à l'instant présent, à l'instant T, mais ça ne peut qu'être gagné si on continue l'effort. Alors vous êtes optimiste sur Gaza, optimiste aussi sur l'Iran et aux capacités d'Israël, mais on est quand même toujours un peu craintif, en tout cas suspicieux, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des failles dans la défense israélienne. Il peut y avoir peut-être aussi une capacité de l'Iran de toucher Israël d'une manière plus forte qu'on pouvait l'imaginer. Oui, Est-ce qu'il y a des scénarios comme ça de dérapage d'une attaque qui se voudrait retenue et qui finalement ne le serait pas? Ou au contraire une attaque massive absolument. qui serait véritablement problématique pour Israël? Ah, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir des destructions dans des endroits très sensibles. J'ai déjà parlé du plus sensible de tous, qui serait le mont du Temple, mais dans des infrastructures qui sont défendues ou autres. Encore une fois, on a un très bon système de défense antiaérien, mais aucun système n'est parfait. Et plus on lance simultanément de missiles, plus il est facile de le saturer et de passer. Donc oui, oui, il y a des scénarios euh, avec beaucoup de victimes civiles, il y a des scénarios avec des destructions d'infrastructures. Bon, ces scénarios déclencheraient inévitablement ce pourquoi Tsahal se prépare depuis 20 ans,
C'est sur quoi le Khalavir se prépare depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire que mettre fin au programme nucléaire iranien et à un certain nombre d'infrastructures économiques essentielles. Ensuite, il restera aux Iraniens de tirer les conséquences, si Dieu veut, en renversant leur régime. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité d'Israël, c'est celle de la population. Alors, dans l'époque actuelle, on vit un peu dans un été un peu curieux tout de même. Il y a ces Jeux Olympiques qui couvrent un peu l'actualité de façon légère. Et puis, il y a ces grandes guerres. Bon, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi surtout cette menace d'une guerre, malgré tout, qui pourrait être très, très problématique, causer aussi des conséquences très graves pour le monde entier, pas uniquement pour les pays de la région. Par exemple, quelles conséquences sur l'économie mondiale pourrait avoir un conflit de grande intensité dans la région, alors que l'économie elle-même est déjà montre quelques signes de faiblesse, notamment sur le plan financier? Oui. Alors, on n'est plus dans les années 1970, on n'est même plus dans les années 2000. C'est-à-dire que le rôle du Moyen-Orient pour approvisionner l'économie mondiale en hydrocarbures, il est encore important, mais il n'est plus aussi vital en pourcentage de l'énergie mondiale. D'autant plus que je ne vois aucune configuration dans laquelle d'autres pays que l'Iran devraient arrêter leurs exportations. C'est-à-dire que les pays arabes pourront passer. On ne voit pas l'Iran avec ce qu'il a comme flotte bloquer le détroit d'Ormuz. Enfin, ou alors ça sera très facilement débloqué ou débouché. Donc l'économie mondiale souffrirait, oui. Elle souffrirait moins qu'elle n'a souffert en 73. Mécaniquement, tout simplement parce qu'il y a plus d'hydrocarbures. Il y a plus d'énergie qui ne viennent pas d'hydrocarbures, et il y a plus d'hydrocarbures qui viennent des États-Unis, notamment de Russie, etc., que ça n'était le cas il y a 50 ans. Alors, il y a aussi l'opinion mondiale qui est déjà montée, on va dire, contre Israël en partie, malgré tout. On imagine un scénario de guerre où Israël aurait détruit le Beyrouth, en tout cas, une partie du Liban, où les Iraniens seraient aussi très atteints et sortiraient finalement vainqueurs de ce combat. Est-ce que là, il n'y aurait pas une sorte de crispation, j'allais dire mondiale, plus forte encore, selon vous, si on considère ce qui s'est passé jusqu'à présent? Et quelles conséquences? Honnêtement, je ne vois pas trop comment ça peut être pire. Ce qu'on a vu depuis le 7 octobre est un paradoxe. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire, mais c'est quand même un paradoxe terrifiant qui est que Israël est démonisé comme les Juifs ne l'ont pas été depuis les années 30, réellement, parce que nous avons eu un moment de faiblesse. Et ensuite, le rétablissement de la situation ne pourra pas provoquer de retour en arrière tant que la victoire ne sera pas établie. Il y a quand même eu un moment, c'est intéressant historiquement, de philosémitisme assez généralisé en Occident qui était après 67. Parce qu'à 67, la victoire, elle était indiscutable. Et les opinions publiques finissent toujours en fait par soutenir ceux qu'ils estiment comme les vainqueurs à long terme, pas les vainqueurs d'aujourd'hui ou de demain, mais les vainqueurs à long terme. Donc, dans une situation actuelle, Israël a montré sa faiblesse, donc c'est ouvert à la haine, et la guerre est en cours, donc il n'y a pas encore de retour en arrière. Ça se poursuivrait, mais je ne pense pas que ça s'étendrait, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres populations auprès desquelles ça peut s'étendre que celles qui sont aujourd'hui atteintes, c'est-à-dire une bonne partie du monde musulman, pas tout, Dieu merci, nous gardons des alliés dans la péninsule arabique, et une bonne partie de la gauche occidentale qui est de plus en plus ouvertement hostile. Mais une fois que ces gens-là ont dit qu'ils nous détestent et que nous faisons des génocides et des choses comme ça, il n'y a personne d'autre qui va se rajouter au lot. Donc, bon, bah, ça continue. S'il le faut, ça continuera le temps que ça continue jusqu'à ce que la guerre soit gagnée. Et puis, il y a 3800 ans qu'on est là. Hein. On attendra que ça passe. Armand Ferrer, puisque vous parlez de la longueur historique, le temps long, vous êtes aussi spécialiste de l'histoire biblique. Vous avez publié il y a quelques années chez Odile Jacob un livre intitulé Lecture politique de la Bible. Plus récemment, toujours chez Odile Jacob, un autre ouvrage intitulé L'éternité des Juifs.
Certains parlent de cette guerre comme d'un prolongement de l'histoire biblique. On a entendu certains rabbins, notamment sur cette même chaîne, parler de ce thème. Est-ce qu'on peut faire une lecture biblique des événements, selon vous, vous qui avez un peu les deux casquettes, on va dire? Alors, en partie seulement. Oui, en partie, parce que un certain nombre d'acteurs restent les mêmes, la Perse, l'Égypte, il n'y a plus vraiment d'Assyrie, mais la Syrie et le Liban y ressemblent beaucoup et sont sur le même, et sont sur en partie sur le même territoire. Et puis nous sommes au milieu, il faut chercher des alliés, on a des ennemis, etc. La grande différence quand même, c'est que l'Empire, enfin il y a deux différences. La première, c'est qu'Israël est beaucoup plus fort qu'il ne l'était à l'époque biblique. Si Israël reste un petit pays entouré de pays plus grands, plus forts, mais aucun de nos voisins immédiats ne représente une menace existentielle tant que l'Iran n'a pas la bombe atomique. S'il l'avait, ça redeviendrait une menace existentielle. Alors que, à l'époque des rois d'Israël et de Juda, oui, l'Égypte ou Babylone pouvaient nous anéantir, c'était une possibilité et ça s'est fait quelquefois. L'autre différence, à part le fait qu'on est plus fort, c'est qu'il y a bien un empire, mais c'est l'empire américain et qu'il ne fonctionne pas exactement de la même manière que les autres. S'il y avait un parallèle à faire, ce serait plutôt, à mon sens, avec la période de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on a un empire qu'il nous laisse une autonomie plus grande, évidemment, qu'à l'époque de l'Empire romain, mais pas complète non plus, avec le lien militaire, et que la vie politique israélienne se définit très largement par rapport à cet empire. C'est-à-dire qu'on a des Hérodiens. Hérode, c'est celui qui avait l'alliance de Rome. Et là, aujourd'hui, on a plein de gens en Israël qui manifestent dans les rues et qui disent il faut avoir l'alliance de Washington contre un gouvernement qui ne nous plaît pas et le gouvernement lui-même, d'ailleurs, le Premier ministre va à Washington et dit mais non, pas du tout, c'est moi qu'il faut soutenir. Donc cette espèce de rivalité pour le soutien de l'Empire, ça, pour le coup, ça rappelle plutôt l'histoire romaine que l'histoire biblique. Quand vous parlez d'empire, l'Empire romain, on le sait, c'est le 4e empire et le dernier empire. Est-ce que cet empire n'est pas menacé aujourd'hui, fondamentalement, avec ce qui peut se passer sur le front russe, ce qui se passe au Proche-Orient et sur la faiblesse, malgré tout, les signes de faiblesse que peut montrer cet empire dans sa capacité à garder la maîtrise sur le monde? Bon, je pense que la principale faiblesse, elle est interne et elle n'est pas militaire, elle est politique et idéologique. Oui, pour le coup, il y a des deux côtés, hein, du côté républicain comme du côté démocrate, une tentation de ne pas s'en occuper. Alors les républicains dépenseront quand même plus pour la défense, puisque les forces militaires américaines votent plutôt pour eux, mais quant à la décision d'aller ou de ne pas aller sur telle zone de conflit, je crois qu'on est dans les deux cas, dans les deux hypothèses, face à un risque de repli, de ne pas vouloir vraiment agir. Ce qui fait qu'il faut qu'Israël accumule tous les avantages stratégiques qu'elle peut avoir face à ses ennemis locaux, avec en tête l'idée qu'un jour, ce soutien pourrait venir à manquer, il faudra pouvoir gagner quand même. Merci beaucoup, Armand Laferrère, de nous avoir accordé cette interview à chaud, d'avoir pris des risques comme ça, de commenter une actualité qui va se dénouer évidemment dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Merci infiniment en tout cas d'avoir apporté votre éclairage que l'on prend comme des éléments évidemment de réflexion et non pas comme des annonces ou des prophéties. Merci beaucoup de nous avoir. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète, en revanche, je serai heureux d'être en Israël dès la semaine prochaine pour être avec ma famille et avec mon peuple de plus près pendant que tout ça se déroule. Merci infiniment et merci à tous pour votre attention. Merci à vous. Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.